Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette nouvelle saison de votre émission Frontale. C'est la rentrée, donc, dans notre pays, et ailleurs aussi. Et quand on dit la rentrée, on pense à la rentrée scolaire et universitaire, mais on pense aussi à la rentrée sociale et surtout politique. Cette année, la rentrée ne résonne pas comme pour les 3 derniers exercices, car nous sommes à 1 an des élections législatives dans le pays. Dans l'intervalle de ces 12 prochains mois, il faudra donc faire adopter une loi de finances, la dernière de cette législature, mais aussi faire passer ou pas les lois qui sont encore en attente, essentiellement le Code de la famille ou le Code du travail, parmi d'autres lois. Cette année sera aussi particulière à plus d'un titre, du moins sur le plan sportif, car le Maroc se prépare à recevoir à la fin de l'année la CAN 2025 et se prépare aussi à aller durant l'été en Amérique du Nord pour le mondial. Rappelons aussi que nos jeunes joueurs locaux viennent de remporter d'une manière brillante la Coupe d'Afrique Chan des joueurs locaux. Donc félicitations à nos jeunes joueurs et à leur entraîneur, c'est Alex Skitiou. Et puis il y a les élections avec comme point de mire de la prochaine mandature l'organisation du mondial 2030. Ce qui fait dire à bien des personnes que ce gouvernement à venir, le prochain, donc après les élections, sera le gouvernement du mondial. De là, un certain nombre de questions se posent, d'interrogations. Comment se présentent les choses pour cette rentrée? Dans quel état d'esprit se trouvent les différents états-majors politiques? Quelles devraient être les priorités en termes organisationnels au sein des partis? En quoi la société civile, peut-elle ou même doit-elle être impliquée dans l'élaboration du code électoral? Comment les partis politiques, les associations et autres ONG comptent-elles innover pour s'adresser à nos jeunes et les inciter à aller voter? Quelle place pour les femmes dans ce processus et plus généralement dans la société? Vous l'avez compris, beaucoup d'interrogations. Nous allons donc nous interroger, poser des questions à nos deux invités politiques, associatifs. Madame Sasrli, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, elle est là. Vous êtes ancienne ministre dans le gouvernement Bass Fassi, du développement social, de la famille et de la solidarité. Et vous êtes aussi présidente du think tank Awal. C'est bien ça. Vous allez nous expliquer. Merci de me recevoir et mes salutations à Si Mehdi Mzouari, ancien collègue au Parlement. Et merci pour la transition, Si Mehdi Mzouari. Merci aussi à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien député USFP et membre du bureau politique de l'USFP. Merci pour l'invitation et merci pour cette belle surprise avec Madame Zaou. Marhaba bikoum. Alors nous y allons. Rapidement, très rapidement, parce qu'on n'est pas là pour parler de ça, mais il faut quand même parler de ça très très rapidement. Je commence par vous, Madame Skrli. À 1 an des élections, quel bilan peut-on tirer de l'action de ce gouvernement? Il y a du bon, il y a du moins bon. Certainement, je vous laisse répondre à cette question. Même chose pour vous, Mehdi Mzouari. Eh bien écoutez, ce gouvernement, si on peut le juger en quelques minutes, moi je vais choisir un angle d'attaque. Et l'angle qui me paraît le plus flagrant, c'est les engagements du gouvernement à l'égard du taux d'activité des femmes. Le taux d'activité des femmes qui était de 22,5% en 2021 quand ils ont pris le gouvernement en place. Il était à tant que ça, 22,5%. Il était à 22,5%. Ils ont promis l'objectif d'arriver à 30% en perspective 2026 et à 45% en perspective, je crois, 2030, je crois, en perspective 2035, je pense. C'était aussi ce que disait le LMD. D'accord. Donc, aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? On est à 19%, en régression. Non seulement on n'a pas avancé, mais on a reculé en matière de taux d'activité des femmes. Et là, les chiffres, ils sont têtus. Et pourquoi? Est-ce qu'on ne s'est pas penché sur la question? Est-ce qu'on n'y comprend pas? Est-ce qu'on n'a pas vu les raisons réelles? Je donne un autre chiffre qui est extrêmement inquiétant. C'est le chiffre des NEET, ni en emploi, ni en éducation, ni en formation. Et on sait qu'il y a 1,7 million de jeunes, filles et garçons, qui sont entre... Si vous allez jusqu'à 24 ans, si vous entre allez 15 et 24 ans. Si on va jusqu'à 29 ans, ça donne 2,7 millions. Et jusqu'à 34 ans, ça donne 4,5. C'est-à-dire, en tout cas, c'est des chiffres affolants. Mais ce qu'on ne sait pas et sur lequel on ne se penche pas, on ne peut pas résoudre ce problème quand on ne prend pas conscience du reste des chiffres, c'est que 78% de ces NEET sont des femmes, sont des filles. Alors que les filles brillent, qu'elles étudient, qu'elles arrivent à être plus de la moitié des lauréats des universités, alors qu'elles démarrent avec un relatif handicap dans les premières années de la scolarité. Donc en même temps, c'est un succès, certes pour les filles, et c'est aussi un succès pour l'État, mais seulement, voilà, ces filles-là qui brillent, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas intégrées dans l'emploi? Donc on retient de ce que vous retenez de l'action du gouvernement, ce que je retiens, c'est un échec dans ce domaine. Donc c'est ce que vous retenez. Malgré le fait qu'il y a eu le grand chantier social
qui bien sûr est un rêve pour nous, du Maroc social dans la protection sociale, qui est un chantier dirigé par Sa Majesté le vous Roi. équilibrez alors donc. Mais dans lequel il y a des succès, mais il y a aussi des échecs, parce que les mêmes cibles, c'est-à-dire les femmes, sont victimes d'un défaut, d'un déficit en matière de protection sociale. Merci, Mzouari. Moi, je trouve qu'il est, au jour d'aujourd'hui, légitime de dresser un bilan presque définitif, pas un bilan d'étape. Le gouvernement a le droit de dire qu'il est dans le bilan d'étape, mais je trouve qu'à l'intervalle d'une année, demain, c'est les affaires courantes. C'est les élections, c'est les préparatifs, c'est les batailles qui vont commencer. C'est toute autre chose que la gestion publique. Et je peux dire, en toute responsabilité, que ce gouvernement a été défaillant sur plusieurs dossiers. Et je maintiens cette position juste en regardant un petit référentiel qui est le leur, qui est le programme gouvernemental, où il y avait des engagements. C'est un programme qui a été voté par leur majorité au Parlement. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est un exécutif qui a raté son rendez-vous avec l'histoire, entre guillemets, et avec les Marocains surtout. Parce que, tenant compte de la situation de l'emploi, par exemple, on n'a pas encore réussi même à renverser la courbe. Un pays avec un gouvernement qui se dit gouvernement de compétences, c'est la grande imposture institutionnelle d'ailleurs, et qui nous font baigner dans le marketing de la rhétorique, etc., à 12,6% sur la santé, sur l'éducation, sur même l'État social. Donc les libéraux qui sont à la tête de ce gouvernement se disent fiers de conduire un État social, peut-être sur le plan mécanique, mais même sur le plan mécanique, ils sont très défaillants, mais sur le plan fondamental d'un État social, d'un sentiment d'aller vers l'État social, vous pouvez demain voir le moral des Marocains, comment il est, par rapport à ça, sur beaucoup de dossiers. Je pense que la démarche était mauvaise, le casting était encore plus mauvais, des personnes qui sont là à la tête de ministères, etc. Et aussi, il y avait cette question d'un gouvernement qui ne s'est jamais inscrit dans une logique de réforme. Il est resté un petit peu dans l'amateurisme, les petites mesurettes de politique, etc. Et beaucoup de communication qui ne sert à rien. Donc c'est pour la première fois au Maroc que je vois qu'un gouvernement utilise plus d'influenceurs et de réseaux sociaux que de débats et d'arguments réels. C'est le premier gouvernement qui est marqué par la tare du conflit d'intérêts. Alors, on n'a jamais eu au Maroc un gouvernement qui était aussi fortement Donc c'est une défaillance, à mon avis, par, générale, qui est bon. Mais sur le socle de la politique publique de ce gouvernement, il est défaillant, à mon avis, d'une manière... Il aurait pu y avoir quelqu'un qui parle au nom du gouvernement. Il n'est pas là. On ne va pas faire le procès du gouvernement. Il a quand même eu la charte d'investissement, il y a eu le maintien des grands équilibres économiques, il y a eu la politique hydrique, il y a des salements. Il n'y a pas que du mauvais. Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour parler de cette rentrée politique donc, et de cette perspective d'élection. J'ai compris. Donc, sur la politique hydrique, il y a à dire assez, Aziz. C'est pas une... On fera une émission. Pour moi, c'est pas une grande réussite, mais bon... Alors, on va continuer. Donc, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, vous savez, dans quelques temps, je vais vous dire, il reste 10 minutes. Il ne faudra pas vous plaindre pour ça. Donc, on va aller d'une manière succincte. Alors, la Constitution dispose en son article 7 que les partis politiques œuvrent à l'encadrement et à la formation politique des citoyennes et des citoyens, ainsi qu'à la promotion de leur participation à la vie nationale. Ça, c'est l'article 7 de la Constitution. Au vu de ce qui semble être, Madame Nsasqli, au vu de ce qui semble être une désaffection des citoyens de la chose politique, c'est la moindre des choses qu'on puisse dire. Est-ce que vous pensez que les partis, vous connaissez bien les partis, est-ce qu'ils ont échoué dans cette mission ou qu'ils l'ont négligée? Parce que là, il y a clairement quelque chose qui ne va pas. Écoutez, moi, franchement, pour être honnête, je dirais qu'avant de faire le procès des partis politiques, il faut faire le procès du système politique. Le système politique qui est en place, le système électoral, est un système fermé. C'est un système qui, la preuve, c'est que les jeunes cherchent désespérément à avoir leur place et n'eût été la mise en place de listes ou de mécanismes particuliers pour les jeunes, ils n'y arrivent pas. Les femmes ont un mal fou à trouver leur place, si ce n'est à travers des mécanismes de promotion particuliers. On sait que les pauvres, ce n'est pas là qu'ils trouvent leur place, c'est plutôt... Donc ça devient un système qui favorise essentiellement les notabilités et les gens qui détiennent les clés, comme on dit, ou qui détiennent le titre foncier de la circonscription. Et ça, je le dis avec tout le respect pour tous les parlementaires. Je ne vise personne en particulier, je vise le système d'une façon générale. Donc comment voulez-vous
ceux qui font le jeu du système parlementaire, ce sont ces notabilités qui détiennent cette circonscription, elle est en titre à un tel ou un tel qui va venir voir un parti il a 15 communes, il a la circonscription parlementaire, il a l'argent pour soutenir la campagne, disons, etc. Et il vient, et c'est lui qui impose le jeu aux partis politiques. Les partis politiques ne sont plus maîtres de leur... Bon, ils ont leur vision, ils ont leur programme, etc. Mais par la suite, ce sont ces gens-là qui font le jeu électoral. Donc si on veut changer, il faut discuter de tout le système, il faut discuter de la citoyenneté des jeunes, il faut discuter de la formation, il faut discuter des débats publics. Est-ce que nous avons aujourd'hui... Pourquoi est-ce que nous sommes privés d'un grand débat entre un leader de l'opposition et un leader de la majorité ? C'est une chose évidente, on passe nos journées... Honnêtement, à part le RNI qui a dit OK, mais on ne pouvait pas, c'était un peu tard, les autres partis n'ont pas totalement répondu, ou alors répondu par le refus de la majorité. Donc il y a la question des médias, du débat public. Comment les citoyens peuvent-ils distinguer entre les partis politiques, les citoyens et les citoyennes ? Moi, on organise un programme justement pour les jeunes, pour parler de leur perception des élections. Ils disent, comment voulez-vous qu'on comprenne ? Ils nous paraissent tous être les mêmes. Alors, ils font tous la même chose, ils sont les mêmes. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais il faut les écouter et il faut comprendre pourquoi les jeunes ont cette désaffection catastrophique à l'égard de l'élection. Vous connaissez bien, vous êtes une femme politique... Et je n'attaquerai jamais les partis parce qu'ils sont nécessaires. Vous êtes une femme politique de compétition, de haut vol, et vous les défendez les partis, mais je vais vous dire une chose, s'ils prennent les notabilités pour avoir des voix électorales, d'après ce qui se dit, c'est leur responsabilité. Et puis, franchement, demander à des électeurs de venir voter dans un an et ne pas leur dire quelles sont les propositions qui ont été faites au ministère de l'Intérieur, les électeurs, les partis politiques ont aussi, pas tous, à l'exception du PSU, à l'exception du PJD et à l'exception du PPS, il faut le dire, parce qu'ils ont été transparents. Donc il n'y a pas que du blanc et du noir, il y a un peu la faute de tout le monde. Mais vous avez les mêmes questions, sachant que la dernière remarque que j'ai faite s'applique aussi peut-être à vous. Moi, je pense que bon, il ne faut pas généraliser dans ce jugement par rapport à ce que font les partis politiques. Ce n'est pas seulement une disposition constitutionnelle édictée par l'article 7, certes, mais parlons de mon parti, par exemple. Je pense qu'il y a des partis, donc l'USFP en fait partie, il y a des agences politiques, des holdings de la politique qui sont là, qui font de la communication, qui payent pour faire de la communication, qui ont leurs influenceurs, leurs moyens, et qui n'attendent que l'échéance électorale pour venir faire les mêmes pratiques qui sont malsaines pour avoir la majorité et pour condamner l'histoire ou l'avenir de ce pays. Donc il faut généralement toujours différencier entre des structures qui sont là, des partis avec des journaux quotidiens, avec des sièges locaux, provinciaux, nationaux, une activité. Moi, je parlerai de l'USFP. L'USFP, il est dans le syndicat des commerçants et des petits commerçants, dans les syndicats de la presse, dans l'enseignement supérieur, chez les médecins, c'est un parti de gauche qui est partout dans la structure. Comme les partis principaux de ce pays, ils sont un peu partout. Qui sont très rares aussi, qui sont très rares, et dont cette activité fait partie de leur ADN. Pour vous donner un petit exemple, par exemple, en une année, pour faire 41 congrès provinciaux, notre premier secrétaire et les membres de ce leadership du parti a sillonné pratiquement, il a fait 30 000 km de route. C'est pour aller à la rencontre des militants et des citoyens, pour essayer d'imposer... Excusez-moi, je vous coupe, Madame. Une idée, oui. Ce qu'elle dit sur les notabilités, ce que j'ai dit, moi, sur la discrétion, sur les propositions qui ont été faites à Abdel Filftit, ministère de l'Intérieur, comment vous faites-vous à l'USFP ? Là, j'allais réagir par rapport à ça. Il n'y a pas de discrétion. Si vous connaissez bien l'USFP, de par l'histoire, c'est un enchaînement logique du plaidoyer qu'il avait fait depuis presque 30 ans. Considérer l'inscription dans les listes électorales pour l'USFP, même pour d'autres formations sérieuses, qu'il doit être fait spontanément par la carte nationale, ça c'est un plaidoyer ancien, c'est pas nouveau. Augmenter la représentativité des femmes, arriver au moins à ce 20% au Parlement, c'est une demande qui a été... Vous êtes en train de dire vos propositions ? On est à 24%, on est à 24,6%. À 24% du Parlement ? Oui, bien sûr. À 24%, vous êtes mais on a un engagement. Au tiers, je suis désolé. Arrivé au tiers. Il y a l'engagement à la parité par la Constitution. Au tiers, la parité, on en arrivera, ça va être progressif. Mais je pense qu'il y a un plaidoyer qui se fait, qui respecte bien sûr l'enchaînement des plaidoyers de l'USFP avec d'autres composantes pour améliorer cette démocratie, pour renforcer le rôle de ces institutions. Mais je pense qu'il
il faut aussi différencier entre des formations qui sont là, entre des agences, des holdings, et je trace bien sur le mot holding de la politique, et sur des partis qui sont là, qui se respectent, qui respectent leurs engagements. La notabilité ou pas, ça c'est une grande question, comme a dit Mme Zahar, qui est relative au système, à un cumul historique de la pratique démocratique électorale. Le problème, ce n'est pas les notables. Électorale. Le problème, c'est qu'ils s'imposent et qu'ils imposent leurs agendas regardons un petit peu, je l'avais dit même dans ton émission un jour, regardons un peu, essayons d'étudier la sociologie du Parlement marocain. De quoi se compose notre Parlement? De quoi se compose notre Parlement? Allez voir les parlements des années 90, allez voir le Parlement de 2021. Vous allez voir qu'il y a un décalage intellectuel de formation, mais aussi des élites qui sont là. Des élites d'affaires, des élites qui sont là pour régler leurs affaires, des élites qui sont là pour... Il y a aussi une quarantaine qui est en jugement. On aimerait que ça soit élargi, le fait de faire une bonne reddition des comptes, parce que pour donner un petit peu, essayer d'instaurer encore la confiance des citoyens dans la politique, il faut réellement faire une réelle secousse. La reddition des comptes, les jugements, aller derrière les gens qui ont commis des crimes dans la gestion publique, la gestion communale, etc. Il faut vraiment faire une secousse, parce que garantir un climat politique sain pour les élections prochaines, c'est le seul moyen, c'est la seule garantie pour avoir un début de bonnes élections. Mais sinon, le mécanisme, les lois, etc., c'est pour moi, c'est mécanique, c'est important, mais ce n'est pas la totalité qui va régler le problème électoral. Une chose très importante, c'est qu'on n'a pas fait le diagnostic, l'état des lieux de l'abstention électorale, en dehors des régions du Sud dans lesquelles il y a eu un taux de participation extrêmement honorable. Il faut dire que si nous avons 25 millions de Marocains et de Marocaines en âge de voter, il n'y a que 18 millions qui sont inscrits sur les listes électoraux. Donc ça fait une déperdition de 7 millions de Marocains et Marocaines qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Il n'y a que 9 millions qui ont voté. Donc ça fait 9 millions qui sont inscrits sur les listes électorales et qui n'ont pas voté. Il y a 1 million de votes blancs et nuls. Il reste 8 millions. Et en faisant les calculs, on trouve que l'opposition, toute la majorité réunie, ne constitue que 20% des Marocaines et des Marocains. Et l'opposition ne constitue que 10% des Marocaines et des Marocains. Bon, par rapport aux chiffres des inscrits, ça fait plus. Alors, quand on a ça, Madame Srli, on change le peuple ou on change les partis? Non, on améliore les partis? On change le jeu, on change le système. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas uniquement... Il s'agit aujourd'hui d'avoir ces chiffres, de tirer la sonnette d'alarme, de faire des concertations. Pourquoi est-ce qu'on fait les concertations avec uniquement les partis politiques? Je peux dire d'une certaine façon, vraiment en respectant les partis politiques, mais je dis les partis, c'est le problème. C'est pas pour eux-mêmes, ce n'est pas pour les directions des partis, c'est pour les mécanismes par lesquels ils arrivent à donner, disons, des mandats Je continue de dire, et là on va rentrer encore plus dans le vif du sujet, je veux dire, il y a la société civile. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des concertations aussi avec la société civile? Alors on y arrive. Qui fait partie de la solution. Mais je pense que sur le mécanisme, très rapidement, Aziz, je pense que sur le mécanisme, il y a des normes, il y a des formes à respecter. Les concertations sur les élections, l'électoral, ne doivent se faire d'une manière directe qu'avec les partis, bien sûr. Bon, les partis derrière eux, ils ont des instances jeunes, femmes, etc. Ils ont un plaidoyer, mais rien n'empêche à ce qu'ils se font d'une autre manière avec la société civile. Mais je pense que, sinon, si on élargit ça, demain on se retrouvera avec les équipes de foot diront pourquoi ils ne concertent pas avec nous, avec les équipes de foot. On va recevoir des gens de la majorité, ils vont expliquer. S'il vous plaît. Attends, je pose la question, vous répondez. Donc pour cette dernière ligne droite avant les élections, vous avez pris votre tour de parole, Nzasrli, donc je me retourne vers vous, Mehdi Bzouali, pour cette dernière ligne droite. Et ça c'est intéressant parce que vous êtes l'un des dirigeants, le responsable de l'USFP. Vous suivez de près ce qui se passe au Parlement, avec le ministère de l'Intérieur, au sein des partis de la classe politique, avec la présidence du gouvernement. Est-ce que c'est du chacun pour soi pour cette dernière année? Est-ce que chacun va y aller avec eux? Est-ce qu'il y a encore une majorité, même si c'était une majorité qui était quand même assez mouvementée, même si c'était discret, l'opposition était divisée? Est-ce que maintenant ça va être encore plus clair? Chacun va y aller de ses propositions? Cette question, elle doit se poser réellement dans le camp de la majorité, de toutes les manières, parce qu'ils ont toujours un an où ils doivent cohabiter ensemble, non seulement au gouvernement, mais dans les grandes villes, dans les grandes régions, parce que le montage qui a été fait, il est un petit peu bouclé. Et je pense que
la dernière année, chacun sera pour soi. Bon, je n'ai pas donné de jugement sur ça, mais je pense que c'est une question c'est une chose qu'on va voir dans les prochains jours. Et sur les négociations et les concertations, bien sûr, il y a une méthode qui se fait avec le ministère de l'Intérieur, et après, on va avoir un compromis sur un minimum. Bien sûr, il y a beaucoup d'idées qui se croisent de part et d'autre, mais je pense qu'il y a aussi un pouvoir de régulation de l'État qui ne peut pas céder toutes les possibilités aux partis politiques, bien sûr. Est-ce que vous êtes en contact avec d'autres partis de l'opposition ou de la majorité? Vous êtes USFP, donc vous avez sur été ça, personne n'est en contact avec personne. Pendant un mois, c'est-à-dire que chacun a déposé son mémorandum. Le 29 juillet, Rien n'oblige un parti dans cette démarche, édictée bien sûr dans le discours royal du trône et les concertations menées et présidées par le ministre de l'Intérieur, rien n'oblige un parti à aller... Mais je pense que dans une première phase, il y a un dépôt de mémorandum, il y a une négociation de chaque parti avec les autorités. Après, ça va venir, on va voir, il y aura des négociations d'autres pour trouver de terrain d'entente sur des questions et d'autres. Rien n'oblige, vous savez, Mazim Zouali, je vais être peut-être un peu donneur de leçons, mais rien n'oblige un parti à faire des choses comme rien n'oblige un électeur à aller voter. En fait, il y a des contraintes qu'il faut se prendre à soi-même. Et donc, quand vous parlez, vous n'avez pas eu de contact avec d'autres, etc. Attendez, la différence, c'est que le vote, c'est un devoir. Et ce que vous dites par rapport au parti, c'est une méthode que vous voyez qu'elle est bonne. Moi, je ne conteste pas la méthode que vous proposez. On va parler, par exemple, de la société civile. Je pense qu'il y a des choses qui doivent se faire de cette manière. Et puis on arrivera peut-être à se retrouver pour débattre d'une chose. Mais il n'y a pas que les partis politiques. Mais ce n'est pas les logiques, ce n'est pas le logiciel des années 90 à Aziz, ni la Koutla, ni l'OFAC, etc. Et puis nous, on n'est pas salafistes dans la politique. Donc revivre la Koutla, je pense que la Koutla a fait ce qu'elle devait faire dans l'histoire de ce Maroc. Alors, on doit passer à autre chose. Peut-être Machil le Koutla, mais Smitash le Koutla, ou qu'on doit passer à autre chose. Donc, à l'USFP, on n'est pas dans le salafia. Le Koutla ou Dekchi, sauf c'est une période historique. Koutla le Watani, on a pris le Koutla démocratia. Et elle a fait ce qu'elle devait faire dans un moment de l'histoire, et après, on peut passer à autre chose pour l'avenir de ce pays. Quand je parle de société civile, bien sûr, c'est la société, ce sont les associations, ce sont toutes les personnes il y a énormément d'associations qui s'occupent de ça, qui sont extrêmement spécialisées, plus ou moins selon les unes et les autres. Vous, Madame Srli, vous avez donc votre think tank Awal, vous avez fait un travail remarquable en matière de préparation, de diagnostic, d'examen des opérations électorales, et vous avez demandé explicitement des élections ouvertes, transparentes, paritaires et inclusives. Tout ça est très bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous avez des contacts avec des partis comme par exemple l'USFP, puisque c'est eux qui sont ici, qui ont accepté de venir? Écoutez, en une phrase, moi ce que j'aimerais dire, c'est que notre aspiration, c'est aussi avoir une offre en matière disons, politique qui puisse permettre de ramener l'espoir des jeunes. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de dire que les valeurs de la gauche mériteraient que chaque parti de la gauche fasse un effort pour qu'on puisse unifier nos efforts au-delà des égos, au-delà des intérêts des uns et des autres, au-delà des ambitions que peuvent avoir les uns ou les autres d'exercer légitimement un pouvoir. Donc, pour moi, on ne peut pas faire l'économie d'un effort, d'avoir une rationalisation du champ politique pour permettre aux électeurs et électrices d'y voir plus clair. Disons, nous, les défis que nous avons posés, nous avons commencé à travailler sur la question des élections, avec des concertations avec les jeunes, les femmes et les personnes ressources en matière électorale. Nous pensons qu'un effort extraordinaire doit être fait en matière d'abord d'encouragement à l'inscription sur les listes électorales. Et je suis d'accord avec la proposition que l'inscription devrait être automatique sur la base des cartes nationales, avec une généralisation des cartes nationales, et même en assurant la gratuité pour la première inscription pour des cartes nationales, parce que c'est un droit pour tous les citoyens et citoyennes, et leur permettre par conséquent d'être automatiquement inscrits sur les listes électorales. En deuxième position, le problème de développer la citoyenneté ne peut pas être que la tâche des partis politiques ou la tâche des associations. Il faut aussi que ce soit parmi les tâches de l'État. Parce que l'école devrait jouer son rôle, les médias publics doivent jouer leur rôle. À tous les niveaux, on doit développer des actions, même ensemble. C'est-à-dire quand le ministère de l'Intérieur aussi veut encourager les associations et les partis politiques. Est-ce que vous avez été contacté par le ministère de l'Intérieur? Pas du tout. Et les autres associations, peut-être pas du tout. Les autres, Pas du tout.
À ma connaissance. Vous demandez à être contacté par le ministre pour apporter vos propositions. On avait déjà fait en 2021. On a fait un mémorandum, on a vraiment sollicité d'avoir une audience, une écoute, etc. Mais pour 2025, vous avez demandé, ou la reste, c'est la rentrée maintenant? On espère aussi maintenant la rentrée. On est en train de préparer un mémorandum. On a préparé sur la base d'une étude pour faire nos propositions et pour proposer justement... Est-ce que vous vous êtes approché d'un parti ou d'un autre parti On ne s'est pas approché des partis politiques, mais bon, à part des rencontres informelles dans lesquelles on a pu communiquer certaines de nos idées, mais on est maintenant dans la phase de concertation. On a 3 tables rondes juste durant cette semaine, c'est-à-dire cette fin de semaine, demain exactement, et 2 autres la semaine prochaine, pour justement avoir cette approche de concertation et pour écouter surtout les jeunes et leur donner, disons, donner de la crédibilité à leurs arguments, même quand ils ne sont pas justes. Quand les jeunes vous disent c'est toujours les mêmes, quand ils vous disent on n'a rien vu, quand ils vous disent ça ne sert à rien, quand ils vous disent ils disent tous la même chose, ils n'ont pas raison, certainement. Si nous, on connaît mieux, disons, et on pense que... Mais on doit donner du crédit à ce qu'ils disent et trouver des réponses pour pouvoir effectivement... Donc également les débats publics. C'est parce que ça aide les citoyens et citoyennes à mieux comprendre. Je pense que ça devrait être une obligation pour les leaders politiques de s'inscrire dans des débats publics dans lesquels tout le monde contribue. Et au-delà des temps de parole qu'on donne à chaque parti politique où il se met devant la caméra pour dire pour dire un discours qui est forcément artificiel et stéréotypé, se mettre en débat. Vous avez fait ça, nous on a fait ça, vous aurez dû faire ça, etc. Et qu'on puisse savoir au niveau des grands leaders politiques. Pas seulement au niveau d'envoyer les jeunes, leur dire allez vous battre entre vous, mais nous on reste à l'abri, non. On donne la parole aux leaders politiques tout seuls, oui, mais on leur donne aussi l'occasion de débattre et de permettre de hausser le niveau de prise de conscience des jeunes. Et également, moi, on est favorable, mais je n'ai pas encore... c'est pas définitif, mais moi, personnellement, je suis favorable à l'idée du vote obligatoire. Parce que tout ce qui est obligatoire n'est pas répressif nécessairement, puisqu'on a bien les impôts obligatoires ou l'école obligatoire ou le respect des codes de la route ou autres qui sont obligatoires. Eh bien, le vote aussi doit être un vote obligatoire. Il y a des pays des plus démocratiques qui pratiquent le vote obligatoire, comme l'Australie, comme la Belgique, Luxembourg, comment ça s'appelle du pays d'Amérique latine, il y en a beaucoup, la Grèce, des pays qui pratiquent le vote obligatoire avec une sanction qui reste une sanction symbolique, mais ça permet de structurer le sens du devoir au niveau des électeurs et électrices et leur dire que voter est un devoir parce que c'est extrêmement dangereux d'avoir de larges pouvoirs à un chef de gouvernement et à un gouvernement comme le veut la Constitution, mais d'avoir des citoyens et des citoyennes qui vident les lieux et qui laissent des gouvernements minoritaires gouverner au nom de la majorité alors qu'ils n'ont qu'une part très limitée de la population qui est avec eux. Je voudrais vous poser, à travers ce que vous venez de dire l'un et l'autre, j'ai l'impression que vous êtes, excusez-moi de vous le dire d'une manière aussi brutale, que vous êtes sur deux droites parallèles, c'est-à-dire la politique et l'associatif. Non, les deux. D'accord. J'ai toujours été des deux, moi. Non, des deux, d'accord, mais pour l'instant, vous êtes en tant que think tank. Quand je dis deux droites parallèles, c'est-à-dire que chacun travaille dans son secteur en silo. On sait très bien que les droites parallèles ne se rencontrent jamais. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est ce que dit Mzouali, ce que dit Mme Srali, est-ce que vous ne pensez pas que tout le monde y gagnerait en essayant de donner un peu de sens à ces propositions, à cette élaboration, à cette construction de l'édifice législatif qui devrait présider aux élections? Moi, je pense qu'on a toujours épousé cette démarche, d'ailleurs. Dans les grands moments des lois, des changements qui ont dans la Constitution. Je vous donnerai un exemple. Sur la loi, le texte sur la Moudouana, par exemple, la concertation qu'avait fait l'USFP avec une soixantaine de composantes sérieuses. Et on est venu vous voir aussi. Exactement. Alors ça discute, c'est parfait. Je pense qu'un parti qui se respecte ne peut que faire une démarche commune avec bien sûr des composantes sérieuses de la société civile, des militantes qui sont là et qu'on respecte et qui sont aussi actrices de changement. Parce que le changement, c'est la société civile, se fait à travers leur travail de lobbying direct. Et s'il s'agit de lois, etc., bien sûr, il y a les canaux qui sont l'institutionnel, le Parlement, les groupes parlementaires, les partis politiques, etc. Donc, pour nous, en tant qu'USFP, je pense que nous privilégions toujours cette démarche. C'est être à l'écoute, c'est essayer d'avoir
bien sûr, on n'est pas renfermé sur nous-mêmes, mais écouter les structures sérieuses de la société civile et essayer d'en prendre les meilleures recommandations, qui sont bien sûr connectées avec notre référentiel, nos idées, etc. Et je pense... Comment vous savez ce qu'elles disent, les structures de la société civile, si vous ne leur parlez pas au large? Non, mais on leur parle. Si, on se parle. Mais on leur parle. Nous aussi, on pense faire du plaidoyer dans tous les auprès moments. des partis On leur politiques, parle, on concerte avec notre officiellement. mémorandum. Dans des moments, on les écoute, on est là à l'écoute, on essaie de polémiquer un petit peu, de converser, d'échanger. Et je pense que dans beaucoup de textes, nos plaidoyers en tant qu'USFP sont pratiquement de 40 à 50%, parfois des choses que la société civile, dans quelques domaines, propose. Donc c'est un travail qui se fait, et je pense que c'est une démarche qui est très positive et qui renforce encore plus la position et de la société civile et du parti politique. Mieux que ça, vous avez vos militants et vos militantes dans la société civile. Qui sont dans la société civile, justement. Et donc il y a on n'est pas étrangers les uns aux autres. On a parmi les membres de la société civile, on a des membres des partis politiques. C'est pas l'un ou l'autre. C'est un parti politique qui est dans cette démarche, dans cette logique, qui est dans ce travail quotidien. Ils sont là, mais ils sont rares. Dans les résultats, peut-être qu'on n'est pas là. Parce que vous connaissez le jeu, comment il est. Mais les holdings ne sont que pour venir faire les affaires, être dans les institutions, dans les gouvernements, et puis après, pour venir remporter les élections et rebelote. Donc c'est ça la grande question. C'est ça la grande question. Nommément, pas à la télé, mais nommément, vous avez Demandez-moi comment faire pour dépasser la question, si vous voulez, Madame Sqali, rapidement, peut-être question indiscrète posée à la télé quand même. Vous avez un congrès, le 12e congrès, je pense, au mois d'octobre, bien sûr. Dans quelques semaines. Comme une structure est démocratique, donc on ne sait pas trop qui c'est qui va prendre la tête de ce parti. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On n'en sait pas. On n'en sait rien. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous êtes? Ou est-ce que c'est vous? C'est le congrès qui en décidera. C'est le congrès qui en décidera. Mais ce congrès se tiendra dans le respect total de la loi et de la réglementation. Très bien. Est-ce que vous êtes légitime à faire des propositions aujourd'hui, alors que dans quelques semaines, il y aura peut-être une autre direction? Mais écoutez, c'est tous les USFPistes. L'autre direction, on ne va pas l'importer d'un autre pays ou d'un autre parti libéral. Donc c'est les USFPistes, c'est les délibérations, les propositions émanent des instances du parti. Le leadership, il est là pour exécuter, pour raffiner, pour préparer et tout. Donc, qu'il soit un autre bureau politique ou celui-là qui va rester en majorité ou en minorité, bien sûr, je crois que ça ne va pas changer la donne, puisque c'est des propositions de l'USFP, émanant des bases, émanant des instances nationales, etc. Donc il n'y a pas de souci à ce que demain, il y aura un changement de leadership, bureau politique ou pas bureau politique, mais je pense qu'il n'y a pas de souci qui se pose sur ce niveau-là. Très bien. Comment faire? Comment faire? Bien, justement, nous avons des propositions. Nous pensons qu'il faut instaurer la limitation des mandats. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les parlementaires qui tiennent une circonscription, eh bien, ils la tiennent à vie. Pendant 2, 3, 4, 5, 6 législatures, c'est eux qui vont détenir la circonscription. Et il est extrêmement difficile pour un jeune ou une jeune, ou même une moins jeune, c'est-à-dire une femme, de venir, ou quelqu'un d'extérieur, ou même une compétence, une haute compétence intellectuelle ou autre, de venir et de déraciner quelqu'un qui a ses liens avec la région et qui a une clientèle, il faut le dire, il est déjà sur place et il restera sur place. Eh bien, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, pour ce qui est des femmes, parce que vous avez le Parlement, c'est un grand édifice avec 2 portes. Il y a une porte qui est les listes locales, par laquelle rentrent les hommes, ils peuvent rentrer autant de fois qu'ils veulent. Et sans compter que pour être élus, il faut qu'ils soient mis en tête de liste. S'ils ne sont pas mis en tête de liste, ou dans les 2 premiers, mais en général la tête de liste, ils n'ont pas la chance d'y arriver. Donc on va les mettre plusieurs fois de suite en tête de liste. Et vous avez une autre porte, qui sont des listes aussi, mais des listes régionales, dans lesquelles les femmes, on leur dit, vous rentrez une seule fois, et vous ne recommencez plus. Vous n'avez plus le droit de... C'est-à-dire, il y a l'article 5 de la loi organique de la Chambre des représentants qui limite à un seul le mandat pour les femmes. Aujourd'hui, on dit ça suffit, il faut changer les règles. C'est logique. À mon avis, c'est logique. On va discuter un petit peu de ça, sous le contrôle de l'USFP. Je reviendrai à vous, parce que quand on parle de cumul de mandats, vous êtes un peu concerné par ça. C'est pas le cumul des mandats, ça c'est la limitation des mandats. Je reviens à ce que vous disiez. Après le cumul, la limitation. Je retire. J'ai un avis sur la question de limitation des mandats. D'abord, maintenant je la vois antidémocratique, la vérité. Parce que, indépendamment du profil que Mme Zaha avait dressé,
Je pense que quelqu'un qui réussit toujours à avoir la légitimité populaire, on ne peut pas lui dire venez, vous avez demandé et partez chez vous. Même en France, Pierre Mauroy a été pendant 40 ans député maire, par exemple, dans les systèmes les plus démocratiques. Il ne faut pas être salafiste aussi pour ça. Mais madame... ça bouge. Je parle de la réalité, parce qu'il faut aussi considérer la norme démocratique d'une manière générale. Parce que même si on parle du quota des femmes, c'est une dérogation à la règle. Mais c'est une dérogation positive qui fait que la présence des femmes doit être garantie. Mais si on part dans cette logique de limitation de mandat, le notable qui est là, qui s'accapare d'une circonscription, peut ramener son fils, son neveu, sa petite fille, et il est là. Donc ce n'est pas un problème, ça ne va pas régler le problème de la présence des jeunes. Je pense qu'il y a d'autres moyens pour garantir cette présence. Il y a d'autres moyens de garantir cette présence, mais c'est intéressant de parler aux associations. Je dis deux choses. D'abord, excusez-moi, pour les normes de la démocratie, les normes ont évolué. Auparavant, c'était la démocratie aveugle aux gens. Et pendant des années, on a eu des parlements où il y avait 0 femmes, voire 0,5% de femmes, et ça n'a pas trop dérangé parce qu'on a dit c'est ça la démocratie. On a fait des dérogations, positives. Aujourd'hui, ça a évolué. Aujourd'hui, c'est la démocratie paritaire. Exactement. Pourquoi? Parce que les femmes sont la moitié de la population, et c'est pas pour faire plaisir à ces femmes qui sont élues, c'est pour que la population, la moitié féminine de la population, gère l'autre moitié, qui gère aussi les enfants et qui gère tout le reste, eh bien, il faut qu'elles aient la possibilité aussi de faire entendre leurs problèmes et de résoudre. Regardez comme on est en retard sur la question des droits des femmes. Madame, moi, je ne conteste jamais cette question de la présence des femmes. Encore plus, donc nous, en tant que parti, on dit qu'elle doit augmenter et aller vers la parité. Mais utiliser des mécanismes différents, moi, que je trouve très, très positifs. Est-ce que vous êtes d'accord à l'USFP pour la parité? Pour imposer une parité. Bien sûr. Imposer une parité. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir, pour dire les choses crûment, on risque d'avoir une partie qui... 50-50. Madame. On partage le monde, partageons le pouvoir, partageons la richesse, partageons les droits. Vous vous rappelez qu'il y a 5 ans à peu près, il y a 5 ans à peu près, il y a eu une dame qui passait par cette règle extrêmement intelligente de l'alternance homme-femme sur les listes. Et elle est passée, alors qu'elle n'avait pas trop demandé à passer, elle a demandé à démissionner de la Chambre des conseillers parce qu'elle ne se retrouvait pas là-dedans. Pourquoi vous voulez obliger des gens qui ne veulent pas aller en politique? Pourquoi vous voulez faire de la... Si elle ne veut pas aller en politique, elle n'a pas à se présenter. Pourquoi est-ce que ce sont les hommes C'est une candidature militante, on n'a pas besoin de faire plaisir à cette femme pour lui dire tu veux être au Parlement, tu ne veux pas être au Parlement. On a besoin que les femmes et des représentants qui parlent en leur nom, que les femmes puissent aller taper à la porte d'une parlementaire et lui dire Andi mouchkil parce que j'ai une grossesse indésirée. Madame, vous êtes en train de dire qu'un homme ne peut pas régler le problème des femmes et qu'une femme ne peut pas régler le problème des hommes. Et vous êtes d'accord avec ça pour faire la parité? Non. Là, sur le principe, c'est Aziz. Quand je plaidais la représentation des femmes, il y a quelqu'un qui m'a sorti cet argument en me disant comment voulez-vous, quand une femme va aller taper à la porte la nuit parce qu'elle a un problème, non, quand un homme a un problème et qu'il va aller taper à la porte, la nuit, il va dire à l'enfant qui va lui ouvrir la porte, il va lui dire « Aïtler l'ammouk ». Vous pensez que c'est... J'ai dit oui, d'accord. Mais quand il y a une femme qui a un problème et qui veut taper, elle va aller aussi taper à la porte de quelqu'un et lui dire « Aïtler l'ammouk », c'est la même chose. Donc on a besoin d'hommes et de femmes qui représentent la moitié féminine et la moitié masculine de la population. Il n'y a pas de problème, mais pas la parité. Et la parité, c'est parce que pourquoi Permettez-moi de dire déjà que la parité, c'est une orientation stratégique définitive pour le pays. Elle est même dans la Constitution marocaine. Mais pour arriver à cette parité, il faut traverser des étapes. Et je pense que ces étapes ne sont pas seulement mécaniques, réglementaires, sur le texte. C'est des étapes qui sont principalement des étapes de culture politique de la population marocaine, qui est toujours conservatrice par rapport à ces questions, et vous en savez beaucoup, faites le mot de Madame Nza. Et je pense qu'on doit arriver un jour, je ne sais pas quand, mais on doit arriver. La femme, aujourd'hui, elle est à presque 96 députés à la première chambre. Demain, si on arrive à avoir un tiers, elles vont être à 132, 130. Et on va y arriver, même avec les dérogations positives, etc. Mais il faut aussi que cette question de parité ne soit pas seulement des questions de slogan d'une entité sociale au Maroc. J'ai l'impression que c'est... Il faut que ça soit... Non, permettez-moi d'abord de terminer mon raisonnement. Ouais, il faut que ça soit le fruit d'une conviction et d'un sentiment national que la femme
et elle doit être là. Nous sommes convaincus d'ailleurs. Moi, je ne fais pas de polémique sur ça, mais il faut convaincre toute la population marocaine. C'est un travail de pédagogie, c'est un travail d'éducation politique, d'éducation civique. Et nous sommes très en retard, malheureusement. Nous avons beaucoup de décalage. Notre société, elle est très en retard par rapport à ça. La vision du souverain, du leadership de ce pays, des grands partis politiques, des gens qui en sont convaincus, à part les conservateurs, bien sûr, qui ne considèrent pas que c'est des questions prioritaires, du contraire. Mais je pense qu'on y arrivera un jour. Mais il ne faut pas rater la bonne démarche, le bon chemin pour arriver un jour à cette parité qui doit être le fruit d'une réflexion collective, d'une action collective commune, d'un chantier national. Donc c'est une question de conviction, mais vous croyez que la plus qu'une question de mécanisme. Ce n'était pas une tradition au Maroc, le parlementarisme, les élections, tout ça, ce n'était pas une tradition. On est venu avec la modernité. Il y avait d'autres formes, ça ne s'appelait pas un parlement. Est-ce que vous savez que le Maroc, est-ce que vous savez... Même les grands systèmes démocratiques, on ne trouve jamais de parité dans les institutions parlementaires. Est-ce que vous savez... Ni aux États-Unis, ni en Angleterre. Est-ce que vous savez que le Maroc est classé 137e sur 148 pays en matière de discrimination homme-femme? C'est le Gender Gap. Le Global Gender Gap qui est publié chaque année, par le Forum économique mondial de la Banque mondiale. Et le Maroc, il est classé parmi les 10 derniers de la classe, sans changement. Sans changement, on recule. C'est comme en matière de sécurité, on est classé à la moitié du tableau, on n'est pas obligé de les croire, vous savez. Même par rapport, non, c'est pas les croire, mais c'est les chiffres, ils sont là. Même par rapport aux pays du Maghreb, on est très très mal classé. Et regardez la situation, par exemple, le taux d'activité des femmes recule au lieu d'avancer, alors que les femmes marocaines... Alors vous n'avez pas fait qui font ce jugement. Mais la parité au Parlement, c'est pas ça qui va régler le problème de ce classement. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand les femmes seront au Parlement, elles ne seront pas seulement au Parlement, il faut qu'elles soient en position de pouvoir. Pas seulement en position d'avoir 24%, alors que tous les chefs de groupe parlementaires, tous les présidents de Parlement, ceux qui détiennent réellement le pouvoir au sein du Parlement, c'est des hommes. Donc les femmes n'accèdent pas réellement au pouvoir. Regardez au niveau des régions, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Au niveau des régions, nous avons 38% de femmes qui sont conseillères régionales, mais une seule région dirigée par des femmes. Mais je pense sérieusement que le Maroc a le plus de représentation de femmes dans ses institutions, dans sa zone, dans le continent. Non, dans le continent, on est moins que la moyenne continentale. Non, mais vous croyez qu'un Parlement africain a plus de 90 femmes dans l'hémicycle? Pas question de proportion. Justement, il y en a, je crois que c'est au Rwanda déjà 190, mais de représentativité, c'est pas elle qui réglera le problème d'insertion de la femme. Il y a 27,5% au niveau de... S'il vous plaît, est-ce que vous savez qu'il reste même pas 10 minutes? J'ai encore une question sur les jeunes, parce que vous avez beaucoup parlé des femmes. Les jeunes filles et garçons aussi. Voilà. C'est-à-dire, si vous voulez faire la parité, vous pouvez faire la parité homme-femme avec les jeunes. Ça ferait peut-être sens. Quand on parle, qu'est-ce qu'il faut... Le rajeunissement et la féminisation des élites. En même temps, mais faire la moitié ou le quart du Parlement avec des listes qui sont triées, vous avez dit des choses sur la liste régionale, la liste locale, vous avez dit des choses sur les notables qui vont amener leurs enfants, Non, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, rapidement, parce qu'il y a une autre question sur les MRE, sur les Marocains du monde. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes? Il ne nous reste pas beaucoup de temps. On peut parler... aux jeunes, justement, ce qu'on dit, c'est que tout le système doit être refait. Avec de nouvelles normes. Ça ne leur parle pas aux jeunes, Madame Srli? Si ça leur parle. Quand vous allez leur dire, il y a 2 points, et on a parlé de la limitation des mandats, c'était notre proposition. Il y a une autre proposition très importante, c'est la question des cumuls. Est-ce que vous savez que chez nous, un ministre, un chef de gouvernement, ou un du Jama'a diallo, alors qu'il y a 1500 communes dans le pays, oui, il est chef de gouvernement, tout le territoire, et il a sa petite commune sur 1500 qu'il gère directement. Cumul des mandats, cumul des mandats en tant que... Cumul de mandats, oui, mais sur des bases objectives. Un ministre il n'y a pas de base objective. Il faut finir avec cette question. Si on est ministre, on n'est pas président de la région, ça existe. Non, on choisit d'être parlementaire et pas maire d'une ville, par exemple, à un seuil de nombre d'habitants. Et la moitié absent. On doit encore diminuer le seuil de 250 000 habitants, peut-être, c'est il qui figure dans la loi. On doit élargir cette question de limitation. Limitation des mandats, ça suffit pour ouvrir les places. Un ministre n'a pas le droit d'être président de région, sachant qu'un maire d'une grande ville a plus de travail qu'un président de région. Mais pourquoi ils sont absents? Il arrive souvent que des parlementaires soient absents parce qu'il doit se réunir à la commune, donc il laisse tomber le Parlement pour aller à la commune. Alors qu'ils choisissent ou la commune
ou le Parlement. Et à la commune, il y aura quelqu'un d'autre qui sera du même parti ou qui lui transmettra les Vous êtes informations. pour la Mais limitation. je pense que quand on est là et là, eh ben forcément, on est absent quelque part. Moi, je suis pas de l'école des finalités. Moi, je pense qu'il faut étudier le fond, les conséquences d'abord de la chose. C'est le moment. De la chose. Et je crois que un Parlement, c'est le fruit d'un travail qui se fait dans les partis politiques. C'est des élites qui sont là. C'est des gens qui sont là au service de la nation. C'est des gens qui vont faire des lois, qui vont débattre, Et je pense qu'on commence à régresser depuis un bon bout de temps sur le niveau même d'une majorité de nos élites parlementaires. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat même à la télé parce que les gens refusent, même les ministres de cette majorité refusent de venir confronter des cadres ou des politiciens de l'opposition, etc. Donc il y a des questions de fond qui se posent. Il y en a beaucoup, c'est vrai, je vous l'accorde, il y en a beaucoup qui répondent pas au téléphone. Et je pense, il y en a beaucoup qui répondent pas, mais il y en a qui viennent. Sur cette question, pas seulement comment ramener les jeunes, parce qu'il n'y a pas que les gens qui sont indécis. Il y a une grande masse des gens qui sont intellectuels, une classe moyenne, des gens qui sont avertis, qui ne participent plus au jeu démocratique. Mais je ne pense pas qu'avec le mécanisme, avec la loi, on va régler le problème. Ça ne va pas régler le problème. Instaurer un climat politique nouveau, une réelle secousse politique dans le pays, une reddition des comptes, les gens qui ont commis des crimes, qui ont touché à l'argent public, aux détenus publics, etc., il est temps qu'ils partent en prison. Est-ce que tous les candidats que vous allez présenter, s'il n'y a pas de changement de l'effectif, il y aura donc 395 candidats, en comptant les listes, est-ce que vous vérifiez leur passé et vous vérifiez leurs extraits d'actes, vous vérifiez... D'abord, tous nos candidats à nous sont des candidats qui sont dans le parti, à part quelques exceptions d'aller voir quelqu'un qui vient, qui veut se présenter avec nous. Mais ce travail se fait. C'est tous des militants. Je pourrais vous citer notre groupe parlementaire, même les candidats qui ont échoué, là, qui sont dans le parti. Là, on ne peut pas rester dans le logiciel des années 70 pour dire, pour l'appliquer à 2025. Tout a changé. La société a changé, les élites ont changé, les valeurs ont changé. C'est pour ça qu'on a besoin des jeunes. Le militantisme, avec la culture un jeune, pas dans la perspective jeunisme, mais des jeunes qui sont là, qui sont dans les partis, qui sont militants, et qui font leur parcours logique dans le parti, et qui aillent préparer leur circonscription, leur fief. Au contraire, nous, à l'USFP, on est très favorable à cette option. Volonté, mais justement, les jeunes, ils n'ont aucune chance quand il y a des gens qui sont sur place, que tu les appelles des holdings, ou là on peut les appeler comme on veut, mais qui détiennent le titre foncier de la circonscription. Un jeune n'a aucune chance de venir travailler une circonscription. Il y a pas mal de jeunes qui sont dans des holdings, qui sont dans le Parlement, parce que c'est des jeunes qui ont des moyens, ou leurs parents ont des moyens, qui garantissent leur... Alors, ce que nous demandons, c'est des jeunes qui sont des partis politiques, qui émanent d'une éducation politique militante, et qui partent demain faire une bataille avec des gens semblables. Il reste 4 minutes. Je peux vous assurer qu'il y a des comment on appelle ça, des inconditionnels ou des éternels à des postes électifs qui sont détrônés par des jeunes qui arrivent et qui tiennent le langage de vérité. À condition d'arrêter l'abstentionnisme, donc à condition de remettre du goût dans la vie politique. Alors, il reste 3 minutes pour vous avec Nzaha Sqelli, 1 minute et demie sur les Marocains du monde. Vous parlez dans votre think tank des élections ouvertes, transparentes, paritaires et inclusives, notamment pour les jeunes filles et garçons, et les Marocains du monde. C'est jeté comme ça ou alors il y a quelque chose derrière? Non, il y a quelque chose, il y a un travail qui a été fait derrière. C'est-à-dire, moi, j'ai essayé d'étudier un petit peu des expériences dans le monde, et j'ai vu que la question de la deuxième chambre est une chambre idoine pour pouvoir y inclure un pourcentage les Marocains du monde sont connus pour leur citoyenneté, pour leur sens de la solidarité, pour leur patriotisme, leur amour du pays, et on voit leur contribution. Possibilité de faire un collège électoral, des circonscriptions électorales, des votes. Parce que ce n'est pas facile du tout sur le plan technique, ça on le sait bien, mais malgré tout, la deuxième chambre, pour moi, est l'endroit idoine dans lequel il pourrait y avoir un pourcentage, au même pourcentage par rapport à la population, un pourcentage qui pourrait être garanti. Donc vous parlez de la Chambre des conseillers. Pour la Chambre des conseillers. Et il y a la question des nominations. Moi, je sais que dans beaucoup de pays du monde, contrairement à ce qu'on croit, j'ai fait une petite étude, une petite recherche là-dessus. S'il vous plaît, il reste 1 minute. Il y a beaucoup de pays dans lesquels il y a des nominations à la deuxième Chambre. Il n'y a pas que le chef de l'État ou... il y a d'autres formules.
a le droit de nommer un certain nombre de conseillers qui pourraient être à la deuxième chambre. Après tout, la deuxième chambre, elle est fondée sur des quotas. Alors pourquoi ne pas prévoir un quota pour les Marocains et les Marocaines du monde? Parce que ça aurait été bien de leur donner au niveau de la Et Chambre des représentants. dans la Chambre des représentants, rien n'empêche les partis On est bien, d'accord, Mehdi Mzouari, Pour que les si ce n'est chambres de pas fait, représentants, c'est jouable, c'est faisable. vous transgressez la Constitution qui Là, parle écoutez, de ça. écoutez, je pense Non, que, monsieur, je pense que l'État, Vous avez une minute la pour ça, maîtrise s'il vous plaît. d'ouvrage électorale attendait le bon moment. Sur le plan, il y avait des difficultés techniques et même des difficultés même politiques, pour être très C'est franc. pas facile du tout. Pour être très franc. Mais nous, à l'USFP, nous proposons à ce que mettre une circonscription des Marocains du monde. Wahda, une seule. Wahda, Une faire seule, on de retrouve 6, des gens de de Dubaï, 9. de Séoul ou de Vancouver. Les gens s'inscrivent dans les consulats. C'est des inscriptions C'est une pour avoir. proposition. Pour le vote, on peut comme déjà ça se fait, comme préconiser le vote ça se fait électronique. en France. On a fait un petit peu, on a benchmarké beaucoup d'expériences et nous avons trouvé que c'était très faisable et très jouable. Une circonscription, des Marocains qui s'inscrivent dans les consulats et qui aillent voter le jour du vote. Alors chaque parti, parce que c'est des partis qui doivent se présenter, doit avoir à la proportionnelle un siège pour celui-là, l'autre siège pour celui-là, etc. Et puis, ils se retrouveront dans la première chambre, parce que la deuxième chambre, c'est une entité socio-professionnelle. Je pense que représenter les Marocains du monde à la Chambre des représentants serait la meilleure des choses. Et je crois qu'il C'est-à-dire qu'il va être... Et je crois qu'il est temps de le faire aujourd'hui. Non, si vous faites ça, vous êtes d'accord avec ça, malheureusement, il ne reste que 30 secondes, c'est que vous allez avoir un député venant de France. On les a aujourd'hui. On les a aujourd'hui. Un député venant de France. Parce que l'État... Et marocain du monde, parce que le corps électoral le plus important est en France. Excusez-moi, On on les travaille, a on est aujourd'hui encore en parce train de travailler. qu'en On est encore en train de 2021, travailler l'État sur la question. C'est avait pas- imposé à ce que sur les listes régionales des femmes, le parti doit forcément représenter une femme issue des Marocains du monde. Mais il y en a eu dans le Parlement. d'ailleurs. On Il y a 11 aujourd'hui, on a 11 femmes marocaines du monde. Merci à vous. Voilà. On se Mais ça retrouvera reste parce que... insuffisant. Il n'y a pas que les femmes, il y a les hommes. On ne fait que commencer cette année. On ne fait que commencer Voilà. cette année. On travaille encore sur la question. Think Tank Awal, merci. Ancien ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Mehdi Mzouari, USFP, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce n'était pas le cas de tout le monde. Encore une fois, je le dis. Merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Merci.